La FOMO Team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Atelier Crypto, ton rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis soirs sur Twitch à 20h30. Suivre les actualités de l'écosystème crypto blockchain, mais également pour avoir des exclusivités et des analyses financières pour suivre tout ce qui s'est passé au cours de la semaine à tous les niveaux. Ici, on t'informe, on te donne des outils pour te faire ta propre opinion. Je te sollicite en début de vidéo pour ne pas hésiter à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner sur la chaîne YouTube l'Atelier Crypto et la chaîne YouTube Gaming WillDT11. Ça nous aide vraiment pour continuer notre travail et ça nous fait surtout plaisir. Du coup, j'étais à l'événement Crypto Day à Paris. Alors, c'est Finance Innovation. Ils avaient en gros loué Station F. C'était un local super sympa. Ils vont en refaire un l'année prochaine. Donc, si vous voulez, ça vaut plutôt le coup, je trouve, honnêtement. Donc il y avait plein de partenaires, plein de sponsors. Voilà, tous les partenaires que vous voyez, c'est des mecs qui sont venus parler un peu sur la table ronde. Je suis allé en fait des plateformes d'exchange, à des mecs qui lançaient leur ICO, à des gars qui avaient des layer 1, des blockchains privés, des acteurs qui faisaient des obligations, des dérivés, du trading traditionnel, à du minage par exemple, start mining. J'ai un peu discuté avec eux justement sur leur stand, parce qu'il y avait des stands aussi, on pouvait aller discuter un peu plus avec eux, à des acteurs qui étaient un peu plus impliqués dans les données. Et donc ça, je vous en parlerai, j'ai parlé avec un gars de Kaiko. Et ça a commencé par une introduction qui a été faite par une associée de PwC, donc PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'audit et un cabinet d'avocats. Elle, en fait, elle travaille dans le Blockchain Labs. Le Blockchain Lab, c'est une partie de PwC qui s'occupe de développer un petit peu des projets crypto et d'accompagner des acteurs crypto. Il y avait 5 tendances dans les cryptos qui ressortaient, c'était les monnaies numériques de banque centrale, donc ça on va en revenir dessus, il y a un sujet exclusif un peu là-dessus. Il y a les grandes entreprises et institutionnelles qui sont arrivées, qui sont en live, 2021-2022 c'était leur année. Il y a l'autre tendance, la finance décentralisée et le Web3 qu'elle a mis ensemble, donc avec, elle avait cité des projets, il y avait Curve, Yarn Finance, Maker, Zapper, AVE et compagnie, et il y avait en Web3, Theta, Sandbox, Flux. Il y a des études PwC qui sont sorties sur comment les entreprises en fait tirent enfin des bénéfices des crypto-monnaies, donc c'est très axé sur les sociétés. Et ce qui ressortait de cette étude, c'est qu'il y avait 99% des entreprises qui veulent à minima maintenir leur investissement dans la crypto ou l'augmenter. Elle a expliqué, il y avait 2 gros exemples qui en ce moment montraient que les institutionnels et les entreprises voulaient se placer. Il y a eu Nike qui a lancé ses baskets virtuelles. D'ailleurs, je rebondis dessus avec un peu d'actu. Nike a acheté pas mal, il me semble, de noms de domaine sur la blockchain. Ouais. En tout cas, ils sont actifs, quoi. Ils continuent vraiment d'investir. Et après, l'autre exemple, c'était Mastercard qui commençait à beaucoup développer les types de cryptos qui sont acquises actuellement par les entreprises. Alors, j'ai pris les chiffres mondes, j'ai pas pris les chiffres France qui étaient assez proches des chiffres mondes, mais je trouvais que c'était plus représentatif pour vous. 30%, ils ont de la crypto classique, ils appelaient ça crypto classique, c'était Bitcoin, Ethereum. 25% avaient des stablecoins, 20% des utility tokens, 20% NFT et 8% security token. Globalement, c'est leur répartition de la crypto-monnaie en fait dans ces entreprises. Et il y a une tendance globale pour les entreprises à chercher à entrer dans le métaverse. Pour entrer dans un métaverse, il faut que tu achètes un land, un terrain de ton métaverse. Et le problème, c'est que pour acheter ton terrain de métaverse, il te faut des crypto-monnaies. Sauf que il y a des acteurs qui veulent acheter juste un terrain de métaverse et ils veulent pas toucher aux cryptos parce qu'ils considèrent ouais, les cryptos c'est un truc avec de la fraude, du blanchiment, machin, gna gna gna, et donc du coup je veux pas que ça passe par mon entreprise. Et donc du coup il y a beaucoup d'éducation pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on leur explique bah non, c'est pas forcément du blanchiment, c'est pas forcément des gens qui fraudent, et donc du coup il y a des acteurs qui essayent de simplifier cet achat de land. Et il y a un acteur... Ouais, c'est ça, moi quand c'est comme ça, je vois un marché, hein, tu te poses en intermédiaire. Voilà, et l'intermédiaire en tout cas qui s'est posé pendant la conférence, et on va en parler, celui qui je pense avait pas mal d'expérience en France, et au vu des acteurs qui nous a indiqué, c'était CoinHouse, la plateforme française d'échange de crypto. Voilà, exactement. Et ben apparemment, ça fait très longtemps qu'ils conseillent des sociétés déjà pour acquérir des NFT et notamment des parcelles de terrain qui, à mon sens, c'était très intéressant et je pense que c'était le plus apprécié. Il cherchait beaucoup son avis à lui. C'est Bilal El Alami qui est alors CTO Chief Technical Officer de chez Dogami. Donc en fait, Dogami, c'est NFT de chiens. Ça ressemble, il l'a présenté comme ça. Hein. C'est le Nintendogs. Exactement, il a dit vous réunissez Tamagotchi et Nintendogs et c'est notre projet. Globalement, voilà ce qu'il a dit.
il va lancer un pétaverse de chiens. C'est-à-dire qu'en gros, ça sera un métaverse, mais que de chiens. Avec les NFT chiens que vous avez sur Dogami. Dans les investisseurs et les partenaires, il y a quand même du gros. Hein. Il y a The Sandbox, il y a Ubisoft, et il y a aussi Animoca Brent, qui est un énorme fonds d'investissement dans les jeux vidéo autour de la blockchain. Ça a commencé par un peu expliquer, voilà, qu'est-ce que le métaverse. Donc c'est le mec Thibaut Verbiès qui avait un peu expliqué. Voilà, le métaverse, en fait, pour lui, il est beaucoup arrivé avec le phénomène de Meta, qui a été le lancement de Facebook en sa transformation de nom de Facebook à Meta. Pour lui, ça a été l'élément déclencheur et c'est pour ça qu'on en parle. Même si pour lui, le métaverse existe depuis des années en fait. Pour lui, le tout premier métaverse, c'est Second Life. Dans un sens, oui, c'est le premier métaverse, mais au final, tous les MMORPG, c'est des métaverses, tu vois. Il disait, j'adore les jeux où t'es à fond dedans, genre Warzone, c'est hyper réaliste, machin et compagnie. Et je disais, bah en fait, t'es déjà un peu dans un métaverse. Tout ça, c'est métaverse. Exactement, ça te donne une émotion en fait. Tu vois, ça te retranscrit. Moi, le métaverse, c'est vraiment un buzzword, un mot pour faire bien, c'est du marketing. Mais exactement, en fait, ça existe déjà. Exactement. Et les gens qui se dressent contre le métaverse en disant c'est n'importe quoi, en fait, on est déjà dedans. Dans le titre, il y a le métaverse constitue une aubaine pour les crypto-monnaies et les NFT. Donc il y a le mot NFT. Donc tout le monde connaît Non-Fungible Token. Ils ont donné un peu leur vision des NFT. Et pour eux, les NFT, c'est quelque chose qui donne de la rareté virtuelle. Et ça permet de vérifier que ton objet est unique. Donc je retranscris à peu près comme j'ai pris dans mes notes. Mais c'est pas de la réalité, enfin, de la vraie rareté dans un univers virtuel. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, peut-être que quand il a parlé, tu vois, il a dit rareté virtuelle, mais je comprends un peu où il voulait en venir, tu vois ce que je veux dire. Le NFT et le token, en fait, dans ce métaverse, à quoi il va te servir, globalement? À quoi ça va te servir, la crypto-monnaie, au sein du métaverse, finalement? En fait, ils expliquaient que le token, en fait, c'est une façon d'incentiver un peu l'utilisateur et tout simplement de rentabiliser son temps de jeu. Faire jouer les personnes et les utilisateurs et de se dire, ok, j'ai pas fait ça pour rien finalement. Dans un sens, ça m'a rentabilisé mon temps de jeu. À la limite, ça m'a remboursé mon jeu. Ou voilà, tu vois, ce genre de choses. Il y a tellement des acteurs, et on s'en est aperçu avec le Covid, et prenez l'exemple de Facebook justement, alors c'est peut-être plus tard, où en fait on a une société qui va gagner des milliards sur vos données. C'est-à-dire que là, vous regardez Twitch, les amis, vous acceptez des cookies, vous les refusez, mais en tout cas, il y a des données qui circulent. À chaque fois que vous cliquez, par exemple, là, vous êtes en train de cliquer sur ce Twitch, vous allez sûrement avoir des pubs sur YouTube derrière, sur des mecs qui vous vendent, je sais pas, le dernier coin qui va faire 1 million selon le dernier Instagrammeur ou j'en sais rien. Ils gagnent de l'argent sur votre dos avec les données. Tout le but de la décentralisation et tout le but, dans un sens, de l'écosystème crypto-monnaie, métaverse et surtout Web 3, ça sera en fait à terme de remettre à plat tout ça et que tous les acteurs soient au même niveau. C'est-à-dire que Facebook ne pourra plus tout simplement se faire de l'argent sur vos données. Vous n'acceptez plus de lui vendre vos données comme ça. Et il y avait un exemple sur les marques de luxe et sur le fait que justement en ce moment le grand truc c'était justement de construire autour des marques et de se dire tout simplement qu'est-ce que je peux donner comme incentive moi en tant que marque à mes utilisateurs pour qu'ils soient obligés d'utiliser mes produits pour gagner cette incentive et du coup avoir des pouvoirs de décision sur la marque. Et en fait de créer une sorte de DAO où tu gagnes des tokens parce que tu as acheté le dernier sac Louis Vuitton et que Louis Vuitton te donne des tokens Vuitton et que si tu en as assez tu peux peser sur les décisions de Vuitton, ou alors tu peux avoir un truc exclusif. Ce que tu décris, c'est l'évolution de modèles qui existent déjà. Exactement. Elle a expliqué que, tout simplement, pour les acteurs qui font de l'immobilier pur, de l'achat immobilier, pour elle, c'est des acteurs qui sont pas intéressés par le métaverse parce que c'est virtuel et que ils ont pas accès à cette virtualité. La plupart du temps, pour eux, c'est des acteurs qui achètent des maisons, achètent des appartes, mais veulent pas acheter un truc virtuel et vont pas demander un financement pour ça. Peut-être, je sais pas d'où elle a sorti ça, hein, c'est ses propos, hein, c'est pas les miens. Hein. Pas d'intérêt à faire du métaverse, finalement, c'est ce qu'elle a conclu. Pour eux, le métaverse, il faudra avant tout, l'avenir, qu'il soit décentralisé. Pour eux, c'est hyper important et c'est normal. Tu sais, parce qu'il y avait le méta de Facebook qui était mis en relation en face. Ouais. Mais pour ça, c'était la vision de Bilal, il y a besoin de beaucoup de scalabilité. Une société à elle seule ne peut pas gérer le monde entier. Et donc du coup, un projet ne pourra pas gérer tous les acteurs et tout ce qui se passe. Il faut un bridge entre les métaverses et une interopérabilité sur les métaverses. C'est le seul moyen pour eux de concurrencer Meta, qui proposera sûrement un truc beaucoup plus confortable,
mais où en fait les mecs se servent sur tes données, comme d'habitude. Puis ça sera centralisé, enfin du coup ça change rien quoi, c'est un Exactement. nouveau vernis. Exactement, mais du coup, tu as le confort que tout est au même endroit. Crypto et les NFT sont une aubaine pour le métaverse et pas l'inverse. Paiement, allez, nice. D'ailleurs, le paiement, je sais pas si vous vous rappelez, on avait vachement parlé avec vous et je vous avais dit, attention, il y a pas plein de trucs en live en ce moment. Le paiement, ça va devenir un truc qui est hyper important pour les acteurs. On n'en parle pas assez, je pense, dans le monde de la crypto, mais je le vois avec les personnes qui viennent nous voir pour mettre des projets en place et ça s'est encore vu aujourd'hui. Pour la blockchain Elrond, Ouais. il y a eu le lancement de UTK. Ah, UTK, Le Utrust. lancement UTK, Utrust 2.0 qui arrive. Elrond qui, à mon sens, et on l'avait déjà dit, on avait déjà fait la promo de ça en vous disant faut quand même le mettre en balance parce que c'est une blockchain nouvelle qui pourra peut-être pas supporter comme Solana actuellement. Pour amener les gens sur une blockchain décentralisée, je trouve, et faciliter. Quand on parlait de facilitateur, je trouve que Elrond en est un beau. Sorti, il y a 8% de la population française actuellement qui détiendrait des cryptos. Donc ça, on le sait, je crois que c'était une étude KPMG, si je dis pas de bêtises, c'était Slark. Le besoin fondamental de ces personnes en France, et même dans le monde, pour ces personnes, c'est d'avoir de la liquidité sur leur crypto-monnaie. S'ils ont des cryptos qui leur servent à rien, et je prends même l'exemple des NFT, ça c'est pas l'exemple qu'ils l'ont pris, si vous n'avez pas de liquidité derrière, des fois ça vous sert à rien. Les NFT c'est encore un peu particulier, mais quand même il y a un problème de liquidité dans les crypto-monnaies. En tout cas, il y a le commerçant du coup qui a commencé à parler. Le commerçant il a dit quoi? Il a dit voilà comment un commerçant voit les choses. Et c'est pas mal de se mettre à la place d'un commerçant les amis. Est-ce que si on me présente une monnaie, et je vais me poser les 3 questions. Est-ce qu'elle est universelle? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est chère à utiliser? Et qu'est-ce que la crypto-monnaie et qu'est-ce que ça va m'amener de mettre ça en place? Il voit 2 choses. Est-ce que ça va être plus de ventes pour moi, si je l'accepte, et est-ce que je serai payé? Donc quand on se met cette vision déjà, on voit un peu les limites, et on voit à peu près comment on peut résoudre aussi les choses. Comment un commerçant comptabilise ses crypto-monnaies, comment il les stocke, il les gère, comment est-ce qu'il a un wallet pour les récupérer et compagnie. Voilà, il y a toutes ces problématiques. Chez le commerçant, il disait, il y a un truc tout bête, dans mon industrie, alors je sais pas si c'est légal ou si c'est dans l'industrie, il disait, j'ai pas le droit de prendre plus de 1000 € en cash. Et alors, pour les cryptos, par exemple, est-ce que j'ai le droit de prendre plus de 1000 € en crypto-monnaie? Je ne sais pas. La législation ne me le dit pas. C'était plutôt intelligent, dans un sens, parce que moi, j'en sais rien du tout non plus. Je sais pas si tu le sais, Teslark, mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est toujours le commerçant qui explique. Il dit, on a mis 10 ans pour arriver à 60% de paiement sans contact. Il dit, combien on va mettre de temps pour arriver aux histoires de Bitcoin? Parce que c'était un peu un vieux, les gars. J'essaie de prendre un peu son personnage. Donc, c'est trop compliqué d'accepter pour un petit commerçant, à l'heure actuelle, en infrastructure. Et on va voir qu'il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Voilà, globalement, la vision. Trop compliqué d'accepter pour un petit commerçant. Et fait très marrant, les amis, il y a un problème sur les remboursements. En cas de retour. En fait, en cas de retour, il expliquait qu'il y a beaucoup de retours sur le e-commerce. Si demain, vous payez Amazon avec des bitcoins pour acheter des nouveaux écouteurs de téléphone et que vous les renvoyez parce qu'ils sont pétés ou j'en sais rien et que c'est pas le modèle que vous voulez, que vous demandez le remboursement, comment vous êtes remboursé? Et à quel prix vu la volatilité? Est-ce qu'on vous rembourse le nombre de bitcoins ou est-ce qu'on vous rembourse le nombre de dollars? La somme, l'équivalent. Exactement. Il y a des questions, hein. C'est ce que j'allais dire pour les grosses entreprises plutôt. Voilà. Et là, c'est pour les grosses entreprises. Bien joué. C'était le deuxième tir. J'aurais plutôt tendance à dire on te rembourse en crypto, t'as payé en crypto, on te redonne. Exactement. Mais du coup, t'as le problème de la trésorerie chez le commerçant. Parce que s'il a utilisé, il a converti cette crypto-monnaie, il faut qu'il retire de la trésorerie pour acheter la crypto-monnaie si elle a augmenté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, et là, t'arrives sur un problème de cash out. En place avec des espèces de smart contracts qui disent que ça va pas réellement sur ton compte tant qu'il n'y a pas tant de date qui est passée. Exactement, mais si tu fais ça, tu niques toutes les trésoreries de France. On est dans une comptabilité d'engagement généralement en France, mais ça veut dire que tu n'acceptes de recevoir le cash qu'après 30 jours, parce que la législation en France c'est 30 jours pour le renvoi. Et c'est 15 jours pour la rétractation. C'est compliqué quand même. Les acteurs qui sont déjà dedans, ils disaient, en fait, attendez les gars, il y a déjà des cartes CB1. Le commerçant, il sait déjà qu'il reçoit des cryptos. Ça, c'était, je crois, le mec de Visa d'ailleurs. Il dit, il y a déjà des cartes qui existent sur le marché et vous payez avec votre carte Visa. Et en fait, voilà, ça, faut le mettre en contexte, justement. C'est que tu payes en euros.
Là, tu payes, tu sais, c'est la carte Visa de Binance ou de Crypto.com où tu arrives, tu la poses, ça prend la première crypto que tu as indiqué que tu voulais convertir, Bitcoin, Ethereum, j'en sais rien, et ça te l'a converti en euros, et le mec voit même pas qu'il a eu une transaction en crypto, le commerçant, et il reçoit des euros. Et le mec de Visa, tu sais, il fait vachement la promotion de Visa. Ça voyait que c'était le BD directeur, il était en mode mais les gars, nous on a déjà résolu le problème, les frérots. Mais du coup, j'étais en mode, ok, mais là c'est un sujet où nous on veut payer en crypto et que l'autre accepte la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà. Donc il y a eu un petit débat et j'ai noté après parce que je pense que ils avaient pas encore fait le lien. Il y a la meuf de Payinov qui est arrivée. Et c'est plutôt intéressant, honnêtement. Je connaissais pas Payinov. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui font la même chose. Ça se trouve, Tesla, que t'en connais déjà, et Utrust doit faire la même chose d'ailleurs. C'est le paiement, le vrai paiement Payinov, le paiement Web3. En tout cas, ils se considèrent comme ça. Donc en fait, le principe, c'est que eux, ils veulent que vous receviez de la crypto et que vous payiez réellement en crypto sans conversion. D'accord ? Donc après, il y a toutes les problématiques qu'on a évoquées avant, mais voilà, c'est un moyen de créer ce transfert qu'on n'a pas forcément actuellement. Et donc du coup, ça fonctionne sous forme de QR code. Donc vous avez un QR code que vous scannez pour envoyer sur le wallet. Donc ça ressemble énormément à Maillard et je pense que ça ressemble à Chivas. C'est déjà en live leur application. Elle marche déjà apparemment et ils ont déjà des clients dessus. Donc c'est un truc assez concret, hein. Ça fonctionne. Voilà, et je me suis noté à moi-même, bizarre, le gars se place en mode paiement simple, mais en fait tu reçois en fiat, je pense. Parce que du coup, il avait pas fait le contraste avec tu reçois de la crypto. Parce qu'en fait, Visa disait que c'était très simple, que eux, ils avaient déjà résolu le problème et que ils étaient géniaux. C'était un peu ça. En fait, il déplace juste le problème sur le client. Exactement. Pas... Il déplace le problème sur le client et il reporte pas... Enfin, il pense pas déjà à la conversion, à toute la fiscalité que tu vas devoir avoir dessus. On sait pas comment ça va... Enfin, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème, on est d'accord. Après, tu vois, moi j'ai du mal à voir forcément l'intérêt d'un commerçant d'être payé en crypto. Et ben c'est tout le sujet du début. C'est ça, c'est la triptyque qui nous a dit c'est il faut une monnaie universelle simple et pas chère, et surtout quel est l'intérêt pour le commerçant. Et eux ils ont un duo, c'est est-ce que ça va me procurer plus de ventes? Est-ce que si demain je mets mon panneau, j'accepte le Bitcoin, des gens vont débarquer pour ça? Alors, je pense que oui. Après, de manière durable, je sais pas. Est-ce que voilà, la récompense par rapport à la difficulté actuellement en France, je parle pas forcément dans tous les pays, est assez rentable? Ça, c'est compliqué pour les commerçants. Et est-ce que je serai payé? Ça, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, là, il y a des solutions de paiement qui garantissent des choses. Et d'ailleurs, sachez que Payinov a un système de KYC. Du coup, en fait, vous pouvez retracer chaque transaction et l'utilisateur doit remplir une KYC pour utiliser Payinov. Donc, le commerçant est sécurisé dans ce sens-là puisqu'il a la responsabilité, il peut aller chercher l'identité de la personne. Voilà, c'était pour revenir sur l'aspect KYC, parce qu'il n'y a pas tous les systèmes de paiement qui intègrent ça, je sais pas en tout cas, mais sachez que eux le font. Merci d'avoir suivi la vidéo, la FOMO Team, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo crypto et un nouveau live mercredi prochain à 20h30 sur Twitch avec Tesla bien entendu. Si vous êtes intéressé par le gaming, n'hésitez pas également à aller visiter ma page YouTube WillDT11 et à venir les lundis, vendredis et dimanches sur Twitch WillDT11 pour aller voir un petit peu de gaming. Et sur ce, je vous dis une excellente journée et à très vite. Salut la FOMO Team.